7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent dès à présent retrouver sur l'application Omerta le reportage Bosnie, Frères ennemis, réalisé par Régis Le Sommier, qui s'accompagne de deux entretiens disponibles gratuitement sur YouTube. L'un du général Morillon qui revient sur son rôle en 1995 dans le conflit en Bosnie, et l'autre de l'actuel président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, qui a donné un entretien exclusif à Omerta. Voilà. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est l'heure de votre vidéo. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Après des années d'inaction, la lutte contre les frères musulmans semble enfin enclenchée. Se confiant au journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a estimé qu'une prise de conscience était plus que jamais nécessaire. Je le cite, « Certains collaborent avec les frères musulmans sans même le savoir, dans la population, mais surtout parmi les acteurs publics. Nous devons collectivement réaliser le contexte dans lequel nous devons prendre des décisions parce que l'offensive est sérieuse. » Alors après avoir réuni un conseil de défense, Emmanuel Macron a confié au préfet Pascal Courtade et à l'ambassadeur François Gouillette la rédaction d'un rapport public sur la menace que représente cette confrérie dans le pays. Ce qu'Emmanuel Macron veut, Dieu le veut, les auditions vont donc commencer et le rapport final devrait voir le jour à l'automne. Mais qui sont ces frères musulmans? Quelle est leur influence? D'où opèrent-ils et dans quel but? Toutes ces questions, nous les étudions avec notre invité Roland Lombardi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant géopolitique indépendant, enseignant à Aix-Marseille Université, au DEMO, et à Excelia à La Rochelle, docteur en histoire contemporaine, spécialiste du monde arabe, musulman et sémitique, et puis spécialiste aussi des relations internationales. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci. Et puis vous l'avez entendu à l'instant, Jérôme Bénard, journaliste à Omerta Média et partenaire de notre émission. Alors pour commencer, pour comprendre comment combattre le frérisme et quelle est véritablement leur idéologie, je vous propose que l'on remonte à ses origines. Quelles sont-elles? Où sont nés les frères musulmans et dans quel contexte, Roland Lombardi? Alors, le frérisme, l'organisation des frères musulmans est une vieille organisation qui a presque 100 ans, puisqu'elle a été fondée en Égypte en 1928 par Hassan el-Banna, le grand-père de M. Tariq Ramadan. C'est une organisation qui, à l'époque, s'est voulu moderniser le salafisme, parce que c'est une organisation salafiste au début, et nous sommes dans les années 30, donc s'inspirant des groupes politiques européens, que cela soit les communistes ou les fascistes, voire même les nazis, pour la conquête du pouvoir. C'est une organisation dont Hassan el-Banna et ses partenaires ont décidé d'organiser, de moderniser le salafisme de manière à faire en sorte de créer une association, un parti politique puissant, influent, afin de prendre le pouvoir, de manière par rapport aux salafistes djihadistes, de manière pacifique, entre guillemets, par les élections, par les associations, par l'ingérence dans les sociétés, d'abord musulmanes et arabes, et puis après, on le verra peut-être en Europe. Alors il y a eu cette modernisation, en revanche, toujours très attachée aux préceptes plus anciens, notamment la charia par exemple. Oui, c'est pour cela que je le dis souvent, c'est que pour résumer, pour aller vite, les frères musulmans, ils ont absolument la même matrice idéologique que Daesh ou Al-Qaïda. D'ailleurs, il faut rappeler que tous les cadres d'Al-Qaïda, la majorité des cadres d'Al-Qaïda ont débuté leur parcours politique chez les frères musulmans. C'est juste la méthode qui change. Je l'ai dit, pour les frères musulmans, c'est une méthode pacifique, entre guillemets, parce qu'ils utilisent souvent la violence, les pressions physiques, les pressions morales, etc. Et bien sûr, Daesh et Al-Qaïda, les groupes terroristes et leurs prédécesseurs, la violence et la lutte armée. Mais en tout cas, le but est le même, c'est seulement, encore une fois, la méthode qui change. Jérôme Bénard. Oui, alors comment la confrérie des frères musulmans s'est-elle implantée en Europe et quand a-t-elle commencé à se développer en Europe et en France, notamment? Alors c'est une longue histoire parce que c'est une organisation qui a bien sûr essaimé par la suite dans tout le monde arabe. Alors bien sûr l'organisation d'origine n'est plus la même, enfin l'organisation d'aujourd'hui n'est plus la même que celle d'origine. Il y a eu des scissions, il y a eu des réorganisations, au départ ils ont essaimé d'abord dans le monde arabe.
Dès le début, alors il y a quelques débats entre historiens pour savoir s'il y avait un financement occidental pour justement contrer à l'époque, notamment en Égypte, Nasser, qui était un dirigeant nationaliste, voire socialisant. Après avoir essaimé en Europe, dans le monde arabe, ils ont essaimé en Europe à partir des années 60-70 parce qu'ils avaient le financement de pays du Golfe. Voilà, ça c'est le nerf de la guerre, j'y reviendrai sûrement. C'est l'argent, au-delà de son organisation quasi militaire, et très efficace, il y a un gros financement, c'est une organisation qui est très riche. Et c'est dans ces années-là, donc en 1960-1970, qu'ils ont pu aussi, avec les vagues d'immigration, en accompagnant les vagues d'immigration, essayer d'encadrer les nouveaux migrants en Europe, les nouveaux émigrés en Europe, et qui étaient majoritairement musulmans. Alors justement, vous parliez de ces financements et comment sont perçus les frères musulmans dans les grosses pétromonarchies, par exemple au Levant, je pense au Qatar, la Turquie, tous les pays d'Afrique du Nord. Alors, depuis le printemps arabe, il y a eu une sorte de révolution dans le monde arabe, puisque, et on l'a vu, on annonçait, certains chercheurs l'annonçaient, mais à l'époque nous avions été traités, encore une fois, vu que l'idéologie prime en France de dangereux fascistes ou de pro-dictateurs. Mais après les élections qui ont suivi les printemps arabes, ce sont toutes les organisations, qu'elles soient tunisiennes, égyptiennes, des frères musulmans, qui ont gagné les élections. En Libye aussi. En Syrie, si Assad était tombé, cela aurait été un bouffoir frériste qui aurait été au pouvoir. Alors, pourquoi je parle de cette révolution ? Parce qu'à partir de 2013, en Égypte, et ça c'est important de le rappeler, il y a eu un coup d'État du maréchal Sissi, qui reprend la main sur un pouvoir frériste. Je rappelle qu'en 2012, c'est le président Morsi, qui est issu des frères musulmans, qui avait été élu en Égypte. Donc, on l'a vu, ils sont très bons pour prendre le pouvoir, mais au niveau de la gestion, ça a été catastrophique. Bien sûr, les militaires qui attendaient leur heure ont aussi jeté pas mal de bananes sous les pieds des frères musulmans dans leur gestion. Mais en tout cas, en 2013, ils passent à l'action et reprennent le pouvoir en Égypte. Là, c'est la première révolution, puisque là, c'est historique. L'Égypte va déclarer cette organisation comme organisation terroriste. Alors que par le passé, alors que par le passé, il y avait pas mal d'ambiguïté. Tous les dirigeants de Nasser jusqu'à Moubarak ont usé parfois de la répression, parfois ils les ont manipulés, leur laissant le social, l'éducation. Ça a été une erreur, puisqu'après, lorsqu'il y a des élections, les gens ils votent pour ceux qui les nourrissent ou ceux qui les éduquent, et ça a été la grosse erreur. Sissi ayant compris les erreurs du passé, a rejeté, mis cette organisation encore une fois sur la liste des organisations terroristes, et ça a été une véritable répression. Et ils ont encore plus, ils se sont réfugiés en Europe. Alors, en tant que réfugiés politiques, on y reviendra, c'est un truc de fou. Mais bon, il y a l'Arabie Saoudite rapidement aussi, il faut le rappeler, parce que l'Arabie Saoudite, à partir de 2015, il y a une grosse révolution dans le salafisme, puisque c'est l'arrivée du roi Salman et surtout de son fils qui devient l'homme fort de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui lui va dans une optique de modernisation et de lutte justement contre ces mouvements révolutionnaires, va s'allier avec Sissi et les Émirats Arabes Unis qui vont combattre cette organisation. Et dernière chose, je finis sur cela, il faut rappeler que cette organisation est interdite aujourd'hui, 10 ans après, dans plusieurs pays arabes, comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, la Syrie bien sûr, et qu'elle a été écartée du pouvoir au Maroc, en Tunisie aussi et en Jordanie. Alors, il reste quand même d'autres appuis dont on n'a pas encore parlé. Ouais. D'ailleurs, le cas de la Turquie. Le Qatar. Bien sûr, le Qatar, et aussi ses relations très anciennes avec la cause palestinienne, puisqu'on dit qu'il y a Yasser Arafat lui-même, fraya avec les frères musulmans dans les années 50. D'abord, le Qatar, parce que c'est le plus important, c'est le dernier grand financier des frères musulmans. Là aussi, on fait un peu d'histoire. À partir de 90, alors les frères musulmans, lors des persécutions en Égypte dans les années 60-70, s'étaient réfugiés en Arabie Saoudite. Mais après, avec l'intervention américaine en 90, on ne va pas rentrer dans les détails, ils se sont un peu rebellés contre le pouvoir saoudien. Alors là, à partir de là, ça a été la rupture. Et ils se sont réfugiés au Qatar. Et depuis ces années-là, donc depuis les années 90, c'est le Qatar qui est le grand argentier des frères musulmans dans le monde arabe et ailleurs. Surtout ailleurs. La Turquie, elle, il faut rappeler que M. Erdogan est le président de l'AKP avant d'avoir été le dirigeant de la Turquie. Et l'AKP est la branche frériste des frères musulmans turcs.
Ensuite, nous parlions, vous m'aviez demandé. La cause palestinienne. La cause palestinienne, oui, au-delà des... Alors, tous les dirigeants, à une époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les dirigeants égyptiens, ont frayé, voire essayé de louvoyer avec les frères musulmans, parfois en les manipulant, encore une fois, parfois en exerçant une répression sur eux. Mais il faut rappeler aussi, et ça on l'oublie surtout avec l'actualité, que le Hamas est l'émanation frériste des frères musulmans palestiniens. On va revenir un petit peu sur la France. Comment est-ce que les frères musulmans agissent encore en France? Quels sont leurs chefs? Quels sont leurs réseaux d'influence? Alors, ils agissent à visage caché. Ce qui leur permet peut-être de ne pas être complètement interdits comme on le souhaiterait. Exactement. Donc, c'est la fameuse technique de la taquilla, l'art de la dissimulation. Officiellement, il n'y a pas de frères musulmans en France, mais on sait très bien que l'organisation principale, l'organisation des musulmans de France, est majoritairement dirigée par des frères musulmans. Ils ont surtout, et ça c'est toujours leur force, c'est que durant toutes les époques, ils ont su s'adapter aux techniques de propagande, de communication, et ils excellent dans ce domaine. Aujourd'hui, ils sont sur Internet, c'est vraiment des maîtres en la matière. En France, ils ont créé, et ailleurs, en Europe, en Belgique principalement, mais ailleurs, ils ont créé une multitude d'associations qui émaillent les sociétés, les quartiers, surtout les quartiers, même des associations politiques. Et en plus, on le sait, ils se servent de leurs idiots utiles. On le voit, peut-être on va en reparler aussi encore une fois avec les manifestations dans les universités aux États-Unis et en France. De leurs idiots utiles, les islamo-gauchistes, de certains partis de gauche, qui considèrent, et pas que, il y a des chercheurs, la chape de plomb idéologique dans l'université française nous disait au début des printemps arabes, lorsqu'on commençait à s'inquiéter de la victoire aux élections des frères musulmans, certains chercheurs, soi-disant des vrais spécialistes, qui nous disaient ce sont des islamistes modérés. Alors que tous les vrais spécialistes arabes et autres, israéliens, russes, ou même encore français, nous étions encore quelques-uns, disaient qu'il n'y a pas d'islamisme modéré. Voilà, donc voilà un peu le terreau, le contexte actuel. Alors depuis, ça dure depuis des années. Fallait pas, on n'a pas besoin de faire un rapport là-dessus. Il y a eu pas mal d'études sérieuses. Il y a des grands chercheurs, Keppel, Bernard Rougier, Florence Berger-Becler, Alexandre Delval, moi-même et d'autres, ont écrit depuis des années sur la dangerosité de cette organisation. Et alors pourquoi les politiques n'ouvrent pas les yeux? Puisque finalement, vous le dites, il y a quand même une voix qui est portée pour alerter sur ce danger. Et bon, vous parliez des islamo-gauchistes. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'élus qui poussent dans le sens des frères musulmans. Ben oui, parce qu'ils ont été utiles. Et c'est ça leur force aussi, ils se rendent utiles. Les frères musulmans dans les quartiers, de par leur technique, de par leur posture, de par leur apparence, on le rappelle, ils sont la barbe bien taillée, ils sont très bien formés, ils sont souvent très diplômés, les cadres ont pas mal de diplômes, donc ils savent jouer de cette influence pour se présenter comme des interlocuteurs sérieux. Je vous rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans à Dijon, lors des affrontements entre les communautés maghrébines et tchétchènes, c'est un imam frériste qui a arrêté les émeutes. Ce ne sont pas la compagnie de CRS qui a été envoyée pour calmer la situation. C'est encore une fois un imam frériste qui a réuni les 2 chefs des communautés, on se croirait au Liban, pour apaiser la situation. Aujourd'hui, ils ont réellement un nouveau pouvoir en France. Il y a une partie de la population qui s'en réfère plus à ces leaders aux dirigeants français ou à la justice française. Ah ben oui, parce qu'ils jouent sur toutes les faiblesses des pouvoirs français. Alors vous l'avez dit, par opportunisme, certains élus se disent j'ai les frères musulmans qui encadrent les quartiers, donc je suis tranquille. Et c'est vrai que dans les faits, déjà en 2005, le pouvoir à l'époque de Chirac et de Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, en avait appelé aux frères musulmans pour apaiser les tensions dans les quartiers lors des émeutes de 2005. Donc déjà c'est très ancien, vous voyez, ça fait presque 20 ans. Après du clientélisme électoral également.
Absolument, ça c'est le principal aussi. C'est voilà, ça vaut, et puis on a vu certains des membres, encore une fois non avérés des frères musulmans, mais tout le monde sait que ce sont des frères musulmans sur certaines listes électorales pour justement, comme vous le dites, si justement faire du clientélisme électoral primaire. Ils ont également fait du clientélisme universitaire, puisqu'on voit que Oui. Florence Bergeau-Blacker, qui, je le rappelle, est sous protection policière, était ce week-end à Perpignan avec ses officiers de sécurité, et elle est menacée de mort aujourd'hui pour ses travaux scientifiques. Elle est directrice d'études au CNRS, chercheuse au CNRS en tout cas, et pour son dernier livre, elle est quand même depuis menacée de mort, sur le frérisme donc, et elle a eu, bien entendu, des réponses universitaires, entre guillemets, d'universitaires qui visiblement sont sous la coupe aujourd'hui des frères musulmans pour essayer de démonter les travaux de chercheurs comme vous ou comme elle. Absolument. Essayer de voir clair dans la situation. Voilà, le problème, on en parlait tout à l'heure en aparté, c'est la chape de plomb idéologique. Gauchisante des années 70-80, qui a amené ces chercheurs-là qui avaient une vision tiers-mondiste, déjà pro-islamiste. Je vous rappelle déjà Khomeini, qui était une vedette dans ce milieu-là dans les années 80, au début des années 80, qui était considéré comme le Che Guevara iranien dans les intelligentsias de gauche. Donc à partir de là, on l'a vu, et ça a été flagrant en 2011 à partir des printemps arabes, je le disais tout à l'heure, ces chercheurs qui étaient considérés comme des références, qui étaient invités sur tous les plateaux TV mainstream, nous disaient, ne vous inquiétez pas, ces frères musulmans, ce sont encore une fois des frères musulmans des islamistes modérés, il vaut mieux des islamistes modérés que des dictateurs, voilà, c'était le discours. Et si vous apportiez un discours contraire à cette doxa, ben vous étiez voué au pilori, quoi. Alors, là, on voit aussi, alors ce n'est pas en France, mais dans un pays voisin, on voit actuellement que suite aux événements du Moyen-Orient, la Belgique connaît là également un terreau très favorable à la progression des frères musulmans. Qu'en est-il réellement de la Belgique francophone ? La Belgique, alors certains notamment à Bruxelles, c'est catastrophique. C'est la phase qui nous attend si nous ne faisons rien. Encore une fois, là, on a vu les frères musulmans à l'œuvre avec leur entrisme politique, leur entrisme associatif, et ils les ont pratiquement verrouillé certains quartiers sous leur coupe. Je rappellerai que justement par rapport aux événements du Moyen-Orient, que cela soit aux États-Unis où les frères musulmans sont très influents, notamment chez les démocrates, d'où la frilosité de l'administration Biden avec Israël aujourd'hui. Et c'est un problème pour les États-Unis. Mais donc les événements qui se passent dans les universités américaines et aussi en France, on l'a vu, je peux vous l'affirmer, nous en sommes quasiment certains, tous ceux qui observent ces événements, il y a toutes les associations frères musulmans derrière. C'est eux qui attisent le feu. Hein. Il faut bien le comprendre. La cause palestinienne est instrumentalisée par les frères musulmans. Ah, absolument. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Hamas est le parti des frères musulmans palestiniens. Donc c'est assez logique. Est-ce que vous craignez une fracture au sein même de notre pays à cause de cette action des frères musulmans ? Parce que, alors là, si on dresse un petit peu le tableau, il y a une grande partie des Français qui ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, qui est un peu perdue. Il y a la partie qui se laisse complètement aveugler et instrumentaliser. Et puis ensuite, il y a toute cette partie aussi de population majoritairement immigrée qui, effectivement, prête plus allégeance à ce genre d'organisation, à ce genre d'association, plutôt qu'à tous les pouvoirs français. Alors, est-ce que tout ça, c'est pas en train de couver quelque chose de bien plus grave ? Alors, les frères musulmans, c'est dans leur stratégie, hein, c'est clair, hein, lorsqu'on lit leur statut, lorsqu'on lit leur mode opératoire, lorsqu'on connaît leur mode opératoire, leur but, c'est de fractionner les sociétés européennes, donc là, en l'occurrence française, en déversant leur poison idéologique, parce que c'est une idéologie, c'est l'islam politique, hein, je le rappelle, parce qu'il faut rappeler que l'islamisme n'a pas de traduction en arabe, il faut, pour nos amis arabophones, il faut parler d'islam politique, là ils comprennent beaucoup mieux, donc c'est mettre la religion au-dessus du politique, et donc en fractionnant les sociétés, c'est acquérir de plus en plus de pouvoir dans tous les domaines. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire, et lorsqu'on étudie les mouvements révolutionnaires, c'est la petite minorité qui peut faire basculer la majorité.
Le problème, c'est qu'à cette majorité de musulmans français, nous n'offrons aucune alternative sérieuse, forte, respectable. Leur seule référence d'autorité et de respect, ce sont les frères musulmans ou les représentants des frères musulmans via leurs associations, etc. Donc voilà, c'est ça aussi le problème psychologique. Après, peut-être on y reviendra, mais le but, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà. C'est un gros problème si nous nous attaquons pas, à l'argent, parce que je vous l'ai dit, c'est une organisation très riche et qui a des soutiens encore au Qatar. Ça sera un coup d'épée dans l'eau. Le problème, c'est que, je réponds aussi à votre question précédente, parce que j'avais un peu oublié, mais nous nous attendons. Ce qui est fou quand même, ce que je vous l'ai dit, dans beaucoup de pays arabes aujourd'hui, cette organisation est interdite. En Europe, non. Il n'y a qu'un seul pays, c'est l'Autriche, qui en 2020, après les attentats, a décrété que cette organisation devait être placée sur leur liste des groupes terroristes. En France, en Europe, on l'a vu, c'est un problème. Ça fait des années qu'on alerte, et, il n'y a rien eu au niveau de l'Europe. Mais pourquoi ? C'est la raison. La raison principale, c'est à cause de notre diplomatie économique et notamment nos liens avec nos chers amis du Qatar. Je pense que c'est le seul frein qui empêche la France et les Européens. Vous avez vu le Qatargate, il y a quelques... Donc le Qatar... Après, il y a tout un lobbying des frères musulmans aussi au sein du Parlement européen. Absolument, et le lobbying qatari. Oui. Voilà. Il faut rappeler que les frères musulmans, c'est l'outil principal des Qataris de leur influence aussi. S'ils avaient réussi leur coup, le Qatar aujourd'hui aurait dans ses poches la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Syrie. Voilà. Donc vous imaginez le poids qu'aurait le Qatar aujourd'hui. Messieurs, on va revenir dans un instant. Tout de suite, il est 9h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, à l'instant, nous parlions de l'argent, l'argent qui est le nerf de cette guerre avec les frères musulmans, l'influence du Qatar dans tout cela. Alors justement, est-ce que, Roland Lombardi, nous serions capables de nous débarrasser de l'influence des frères musulmans en France, et pourquoi pas même rêvons en Europe, et plus encore largement, en fait, partout, sans mettre à mal notre économie ? Tout est possible, il suffit juste d'une question de volonté. Après, voilà, comme je vous l'avais dit, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Napoléon le disait, pour gagner une guerre, il faut 3 choses, de l'or et de l'or. Mais donc ça c'est bon pour les guerres conventionnelles, mais aussi pour les guerres asymétriques que nous livre le Qatar. Le Qatar, c'est un lapsus, vous voyez, et les frères musulmans. Voilà, le problème c'est la question de la volonté politique. Et vu que le principal problème de la France et de certains pays, et surtout de la France, c'est que nous avons plus d'argent, il faut de l'argent, donc nous sommes prêts à faire les pires concessions pour pouvoir garder des clients et des investisseurs potentiels. Jérôme Bénard. Oui. Aujourd'hui, pensez-vous sincère la démarche du gouvernement français, quand on sait aussi ses liens avec le Qatar, en disant qu'elle va enquêter, qu'elle va... Alors que tous les rapports universitaires existent depuis longtemps, pourquoi soudain faire de la publicité politique autour des frères musulmans et autour d'une volonté de contrecarrer certaines de leurs actions? Bon, comme toujours avec ce gouvernement, je pense qu'il y a un volet communication. Nous sommes en pleine élection, je le rappelle. Donc il y a peut-être un volet de communication en axant leur discours sur la sécurité. Voilà. Après, je ne veux pas leur jeter la pierre complètement. Au-delà des études universitaires et de certains chercheurs, il y a aussi les rapports des services de sécurité. Et là, nous sommes vraiment en alerte rouge, quoi. Et là, encore une fois, ça dure depuis 30 ans. Les RG, à l'époque, lorsqu'ils existaient, il y avait plusieurs notes qui étaient remontées en disant qu'il y avait un danger, justement, de ce frérisme. Là, je rappelle qu'il y a plus d'une centaine, j'ai plus les chiffres exacts, de mosquées qui sont aux mains des frères musulmans, ou alors des Turcs, mais qui sont aussi la branche des frères musulmans turcs. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Devant les réalités, il y a une prise de conscience. Alors, à sa décharge, le gouvernement a déjà tapé, il y a quelques mois, au portefeuille, comme quoi c'est la bonne stratégie, sur certaines associations qui étaient clairement liées aux frères musulmans.
Mais alors, ces associations, en fait, quand on parle de financement, ce sont les dons des fidèles, ce sont des subventions publiques, par exemple de collectivités locales. Quelles sont leurs sources de financement? Alors, il y a beaucoup de dons publics. Il y a beaucoup d'aides, encore une fois, du Qatar, un peu du Koweït aussi, mais c'est surtout le Qatar qui est le grand argentier de cette organisation. Et oui, vous l'avez dit, il y a aussi des subventions publiques. Voilà, c'est ça qui est fou. D'ailleurs, c'est pour cela que il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur avait sanctionné certaines associations par ce biais-là. Mais pour répondre vraiment à votre question, au final, oui, c'est possible, mais encore une fois, il faut la volonté politique. Et encore une fois, il faut taper au portefeuille. C'est la stratégie d'Elliot Ness. Ça a toujours été la meilleure stratégie. Pas d'argent, pas de guerre psychologique, pas de guerre asymétrique. Donc c'est fort possible. Mais pour cela, il faut interdire aussi cette organisation. Ça sera d'autant plus facile de les taper au portefeuille si nous interdisons cette association et que nous l'inscrivons sur nos listes des organisations les plus dangereuses. Et d'autant plus si l'Europe agit. Alors là, j'ai vu que l'Allemagne aussi, il y avait des contacts justement alertés par les services français. L'Allemagne et un autre pays aussi qui commençaient à étudier la question. On s'est dit, c'est un peu tard, mais bon, il y a quand même une prise de conscience. Et alors, est-ce que certains États arabes ne nous aident pas quand même, justement, parce que même ont eu des problèmes, par exemple, on peut penser au Maroc, on peut penser peut-être même à l'Algérie, d'ailleurs, je ne sais pas quel est les liens entre Alors, aujourd'hui, diplomatiquement, c'est tendu au niveau du Maroc et de l'Algérie. Mais bon, les services qui sont beaucoup plus pragmatiques et réalistes ont toujours des très bons rapports. Et je le rappelle que pendant les attentats de 2015, ce sont les services marocains et les services algériens qui nous ont beaucoup aidés. Au-delà des services israéliens et certains services du Golfe qui aussi nous donnaient pas mal d'informations. Oui, l'Égypte, à chaque voyage du président Sisi en Égypte, au-delà des contrats commerciaux signés, l'Égypte alerte sur la dangerosité de cette organisation. La petite anecdote, c'est que lorsque la France, encore une fois, en faisant encore ses leçons de morale au président égyptien, avait donné une liste de prisonniers politiques à libérer. Et on ne s'était même pas rendu compte que dans cette liste de prisonniers politiques, il y avait des frères musulmans. Il n'y avait pas que des jeunes progressistes pacifiques qui avaient initié le printemps arabe. Donc il y a une certaine forme de naïveté, de méconnaissance et surtout de déni. Parce qu'on a les informations, mais encore on a la politique de l'autruche, pas de vague, pour pas avoir de problème. Alors justement, dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, certains précisaient d'emblée quand il expliquait de lancer cette grande enquête sur le frérisme. Donc il expliquait « Nous n'avons pas besoin de ce rapport pour comprendre ce qu'il se passe, nous le savons, mais il est nécessaire pour convaincre la France, les institutions, les élus locaux et les décideurs. » Alors quel est le risque s'ils ne parviennent pas justement à cette prise de conscience? Est-ce qu'on pourrait voir par exemple des frères musulmans réussir à s'imposer dans le paysage électoral, puisque vous le disiez, c'est aussi l'une de leurs techniques, c'est s'imposer par les urnes, occuper l'espace public? À terme, oui. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Macron, il y avait des grands partis, à droite comme à gauche, qui arrivaient par encore une fois le clientélisme politique, à intégrer, entre guillemets, ces leaders d'associations islamistes au niveau local, lors des élections. Le problème, c'est que maintenant on voit qu'il n'y a plus de grands partis, à part le parti de Marine Le Pen, mais donc on ne sait pas ce que va devenir le LR, on ne sait pas ce que va devenir le parti socialiste, s'il existe encore. Le parti de M. Macron, on ne sait pas aussi quel va être son avenir. Donc à partir de là, il n'y aura plus de grands partis pour pouvoir digérer, on va dire, ces associations ou ces leaders d'associations. Et oui, à terme, il y a déjà eu des listes, alors d'associations, c'était pas les frères musulmans, encore une fois, ils avancent à visage caché, mais il y a déjà des petites listes qui avaient été créées dans certaines élections, dernières élections municipales, et même déjà bien avant, depuis 2008, je crois, il y avait des petites listes qui se... Voilà, donc s'il n'y a plus d'alternatives politiques dans le milieu français... à terme, dans 10, 20 ans, il y aura des élus musulmans, des musulmans, alors non pas à la tête, non pas issus de partis traditionnels, mais issus de leur propre parti, qui seront clairement l'émanation de l'islam politique en France.
Vous disiez que l'une des solutions, ça pourrait être justement d'interdire et d'oser interdire l'organisation des frères musulmans, mais dans le même temps, on explique aussi qu'ils ont tout un tas d'associations pour avancer à visage découvert. Alors, est-ce que c'est possible dans les faits de les éradiquer, ou bien est-ce que c'est peine perdue, puisque de toute façon, il y aura toujours un voile permettant de flouter les origines de ces associations? Non, encore une fois, quand on veut, on peut. C'est une question de volonté. Lorsqu'on gratte, pourquoi M. Darmanin est arrivé à le faire il y a quelques mois avec 2-3 associations? Il peut très bien le faire avec d'autres associations. Lorsqu'on tape au portefeuille et qu'on veut gratter vraiment, vraiment la surface pour voir ce qu'il y a derrière, on trouve. On trouve des comment dire, des moyens de pouvoir monter des procédures judiciaires sur les financements. Donc c'est très faisable. Encore une fois, c'est juste une question de volonté politique. Est-ce qu'il n'est pas hypocrite de vouloir éradiquer les frères musulmans en France tout en conservant d'excellentes relations avec le Qatar? Vous savez, moi je ne suis pas pour rompre les relations avec le Qatar. Il faut juste avoir une... et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on serait respecté. Lorsqu'on élargit le focus, c'est aussi une des failles de notre diplomatie. Nous ne sommes pas obligés de rompre totalement nos liens avec le Qatar. Seulement, il faut avoir une attitude beaucoup plus virile et arrêter de jouer les carpettes. Voilà, même si le Qatar nous menace de couper ses investissements ou ses aides ou ses cadeaux pour certains ministres, anciens ministres ou certains élus, y a d'autres alternatives dans le monde. Il n'y a pas que le Qatar. Surtout qu'il faut profiter que justement que l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui n'est plus la même que l'Arabie Saoudite de 2015. Et il faut s'appuyer sur ces pays qui combattent justement. Vous savez, la question du financement est essentielle. C'est exactement ce qu'a fait Mohamed Ben Salman avec le salafisme. Aujourd'hui, le salafisme n'est plus une menace réelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'argent. Voilà, parce que les financements ont été coupés. Alors, est-ce qu'une chaîne comme AJ+, joue les idiots utiles du frérisme? Oui, absolument. Oui, c'est une chaîne très efficace, très bien faite. Il y a des... Alors, ils n'ont pas un discours très... ils sont très subtils dans leur discours et ça marche très bien. Pas un discours religieux, mais un discours... ça marche très bien. Communautariste. De tout ça, toutes les manifestations communautaristes et les revendications communautaristes d'aujourd'hui, il faut bien que vous compreniez que ce sont les frères musulmans qui sont derrière. Il y a pas... Les associations, par exemple, qui exigent des horaires séparés dans les piscines... Oui, c'est absolument la même technique. Ils ont fait ça en Égypte, ils ont fait ça partout dans le monde arabe. C'est la même stratégie en Europe. Et c'est d'autant plus facile que les États sont faibles. Alors, oui, pardon. On voit que de plus en plus de jeunes, notamment, se tournent vers une forme de radicalité, parce qu'on est face à une jeunesse hors sol qui va essayer de rechercher ses racines. Et on explique là que le mouvement des frères musulmans, tout en étant très radical, essaie de s'adapter à la modernité. Alors, est-ce que cette technique est vraiment efficace, ou bien est-ce que tous ces jeunes un peu perdus pourraient se tourner vers d'autres organisations plus radicales? Non, la technique des frères musulmans est très efficace, puisque eux, ils proposent une alternative à ces jeunes perdus. C'est ça le problème, c'est nous aussi. Voilà. La lutte contre les frères musulmans, et au-delà de taper au portefeuille, c'est une lutte multiforme, pluridirectionnelle. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors c'est faisable, ça peut être long, mais c'est faisable. Mais encore une fois, il faut proposer une alternative à ces jeunes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. Quel modèle on propose? Le modèle, il n'est pas très réjouissant, quoi. Jérôme Bénard. Non, peut-être... on s'achemine vers la fin de cette partie de l'émission. Est-ce qu'il y a une direction internationale des frères musulmans? Est-ce que les actions sont coordonnées? On a parlé de la branche turque, on a parlé du Qatar. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on parlait de ce mouvement, mais on n'y met pas une tête. Le Hamas, on sait qu'il y a un chef qui est au Qatar. Est-ce qu'il y a au-dessus de tous ces mouvements, il y a une direction bien identifiée? C'est ça leur force, c'est qu'il n'y a pas de tête identifiée. C'est une nébuleuse tentaculaire. C'est l'histoire des organisations terroristes. Il ne faut pas d'avoir d'organisation pyramidale. C'est plus efficace d'avoir une organisation horizontale pour éviter justement les répressions et les attaques. Et c'est ça leur force. Mais bon, il y a une coordination. Voilà, ils ont les mêmes objectifs. Écoutez, il nous reste encore quelques minutes. Il nous reste 3 minutes. Franck me fait un signe à la... Non, on peut peut-être poursuivre. Est-ce qu'aujourd'hui, certains partis politiques français sont plus enclins à travailler avec les frères musulmans? Est-ce qu'ils ont des contacts privilégiés, à ce qu'on sait, avec certains partis, notamment de gauche?
Ah bah, clairement, LFI, Ouais. oui, clairement, LFI. Alors, bon, je ne sous-estime personne, mais je pense qu'il y en a même qui ils sont même pas conscients avec qui ils parlent. Ça, c'est leur force. Le problème de tous ces partis de gauche, parce que là, c'est encore l'historien qui vous parle, c'est que lorsqu'ils se sont accoquinés avec les frères musulmans dans le monde arabe ou dans le monde musulman, lorsque ces derniers ont pris le pouvoir, ces personnalités de gauche ont fini, dans le meilleur des cas, dans des prisons ou dans le pire, sur des crocs de boucher. C'est ce qui s'est passé en Iran avec Khomeini. Khomeini qui s'était inspiré des frères musulmans. La technique qui a adapté la méthodologie des frères musulmans au chiisme islamiste. Donc finalement, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est peut-être le but du gouvernement en lançant cette grande enquête, c'est de faire comprendre qu'il y a un risque qui dépasse notre clivage politique en France. Oui. Après, il y a un élément aussi dont on n'a pas parlé, c'est un grand débat dans le milieu politique justement sur cette question, c'est que faire de l'islam en France. Moi, je suis pour une organisation de l'islam. Alors ça va faire hérisser les cheveux de certains défenseurs de la laïcité, mais l'heure est grave. Il faut organiser notre islam en France. Je rappelle qu'en Russie, je ne l'ai pas dit, mais les frères musulmans sont interdits en Russie, je le rappelle. Catherine II, il y a deux siècles, c'est elle qui a organisé l'islam russe. Et si aujourd'hui ils ont leur propre islam, où est interdit sur leur territoire, sont interdits le salafisme et les frères musulmans, et qu'ils ont un islam qui est respecté dans le monde arabo-musulman, voilà, c'est grâce à l'organisation que l'État russe avait apporté il y a 2 siècles, à leur propre islam. Moi, je serais plutôt partant pour une organisation, comme une organisation et un encadrement de l'État de notre islam. Mais alors, est-ce que finalement la leçon à retenir, c'est pas que le frère musulman progresse en France à cause de la faiblesse de l'État? Ah oui, vous avez tout bien résumé. À partir du moment où vous êtes faible avec cette organisation, elle gagne des points. Et désormais, on n'a plus d'autre choix que soit d'organiser ce qui se trouve déjà chez nous, soit de tomber finalement. La solution, c'est la fermeté et l'intelligence. Écoutez, on va finir sur ces mots. Merci beaucoup Roland Lombardi d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes consultant géopolitique indépendant, enseignant à Aix-Marseille Université au Démo, à Excelia aussi à La Rochelle, docteur en histoire contemporaine, spécialiste des mondes arabes, musulmans et sémitiques, et puis aussi des relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Avec nous également, nous avions Jérôme Bénard, notre partenaire du mardi, journaliste à Omerta Média. Merci aussi d'avoir été. Merci beaucoup Lise.